manipulé ou ailleurs. C'est l'heure de votre rendez-vous pluriel. Sur Radio Rennes, pluriel enregistré aujourd'hui en public. Préparé et animé par Loïc Turmel et Nathalie Ramage. Bonjour à toutes et tous, et oui, c'est un retour au Victoria aujourd'hui pour l'émission Pluriel, une émission que j'ai le plaisir de co-animer avec Nathalie Ramage. Bonjour Nathalie. Bonjour Loïc. Première fois au Victoria, hein ? Oui, en tant que derrière le micro. Derrière le micro. Tu étais déjà venue en tant que spectatrice. Alors aujourd'hui, c'est Sébastien Lemercier et Philippe Traîneau qui font en sorte que vous nous entendiez, nous et nos invités qui vont défiler autour de cette table ronde. Le tout est mis en image par Gérald Nimal et Jérôme Pelletan, et le tout est supervisé par Gabriel Aubert, assisté de Marlène Garnier. Alors plusieurs invités vont défiler autour de ce micro, et notre premier nous met déjà l'appétit à la bouche, puisqu'il est maître crépier. Bonjour Jordan Charbonnel. Bonjour, enchanté. Vous êtes maître crépier à une crêperie tout proche d'ici, place de la Gare. Proche, à 100 mètres, place de la Gare, Armel Crêperie. Alors comment est-ce qu'on devient maître crépier ? Eh ben, ça passe par une formation crépier, soit dans le 56, soit à Saint-Malo, chez nous, dans notre belle Ille-et-Vilaine. C'est une longue formation très rigoureuse, et après, ça passe par toute une expérience, toute sa vie, pour se performer, pour devenir un bon maître crépier à la fin. Alors cette passion, parce que je pense que c'est une passion pour la crêpe et puis la galette, on verra que c'est pas tout à fait la même chose en Ille-et-Vilaine que dans le Finistère. N'est-ce pas ? Tout petit déjà, vous taquiniez la farine Oui, en tant que bon breton, forcément, on goûte aux bonnes crêpes et galettes de nos parents, de nos grands-parents, forcément. Et puis après, oui, ça fait partie de nous en soi, en tant que vrai bon breton. Ça s'oublie pas, la galette et la crêpe. Voilà, alors la galette, par exemple, pas beaucoup d'ingrédients. De la farine de sarrasin et de l'eau. De l'eau, de la farine de blé noir. Voilà, c'est ça. Et c'est tout, et de la magie. Et alors, comment se fait-il que les galettes n'ont pas toutes le même goût ? L'amour. Réponse facile, mais l'amour, après, oui, ça se perfectionne avec des tests sur plein de recettes différentes, mais une très bonne farine aussi de notre belle région qui fait toute la différence. Et les crêpes, alors ce qu'on appelle les crêpes, donc dans la partie Haute-Bretagne, la partie sucrée, oui. Du coup. Et donc c'est une recette totalement différente, et pareil avec de très bons produits sourcés en Bretagne, et avec de très bons producteurs, et encore une fois la magie opère après. Et l'amour du maître crépier, comme on disait tout à l'heure. Tout à fait. Et puis après il y a tout ce qu'on met dedans. C'est ça. Alors là c'est déclinable à l'infini, non ? Mais complètement, c'est des recettes qui peuvent être déclinées de toutes les façons. Nous, on garde cette base classique, les complètes qu'on connaît très bien, l'andouille aussi de Guéméné, forcément. Et après, nous, on aime bien jouer avec les saisons. On décline 3 ou 4 recettes selon les saisons qui vont différer. Et est-ce que vous avez déjà créé, vous, vos propres recettes ? Sans doute. Oui et non, forcément. Moi, chez moi, oui, je crée, forcément. J'aime bien imaginer des choses, des fois un peu loufoques, des fois ratées, forcément, mais il faut passer par là. Et après, on essaye au restaurant, forcément. Voilà, le Queen est parti d'un raté. Hein. Exactement. Donc, la crêperie, c'est Armel Crêperie. Armel Crêperie, 12 place de la Gare, à côté du Café de Rennes. Et est-ce qu'il y a des spécialités là-bas ? Je dirais que la vraie spécialité, de toute façon, ce sont nos galettes classiques de toute évidence, mais petit clin d'œil à l'Ille-et-Vilaine, on a sorti notre recette de galettes saucisses
C'est une saucisse bretonne fumée, entourée de quelques petits ingrédients pour la sublimer, mais on garde l'essentiel, la galette saucisse. Le tout avec du cidre? Forcément, cidre brut, cidre doux. On a aussi notre producteur de cidre qui a inventé une petite recette IPA, donc un mélange de houblon avec des pommes, et franchement, c'est excellent. Là, on s'inspire de la bière, quoi. Exactement. Mais est-ce qu'il y a des clients qui n'aiment pas trop le cidre? Qu'est-ce que vous leur conseillez dans ces cas-là? Un bon jus de pomme, traditionnel, forcément. Mais sinon, on décline de toutes les façons, on s'adapte à tous les clients, et normalement, on essaye de faire le plus d'heureux possible. Armel Crêperie, donc tout près d'ici, place de la Gare, c'est ouvert toute la semaine, midi et soir? 7 jours sur 7, de 11h à 22h30. Dernier service, 22h30. C'est ça, exactement. Voilà. Il y a toujours des passagers qui débarquent de la gare, forcément. Exactement. Eh bien, merci Jordan. Merci à vous de m'avoir reçu. On a envie de goûter à vos crêpes et on va écouter une chanson. Alors, une chanson qui va pas nous emmener dans une crêperie, mais qui va nous emmener dans une friterie, parce que c'est un petit clin d'œil au patron d'ici, Yann de Bizère, le patron du Victoria, qui, on le sait bien, vient du Nord. C'est William Schott qui nous emmène chez Nina. Il y a là-haut dans le brouillard des soirs d'automne où l'on étouffe de cafards sous le grand beffroi centenaire. On a parfois besoin d'air, on décide alors de se bouger, de s'enfoncer dans cette satanée purée vers la délivrance sans limite d'un bon paquet de frites. Oh là là, pour cela on va toucher Nina. Cela, on va chez Nina. C'était chez Nina, de par William Schott, une friterie du nord de la France. Nathalie, première fois ce micro Victoria. Nathalie, les auditeurs te connaissent quand même sur Radio Rennes. Raconte-nous ce que tu fais sur Radio Rennes. Là. Eh bien, j'anime une émission bi-hebdomadaire qui s'appelle « Il était une fois un livre », où je reçois chaque semaine 2 invités ou plusieurs si c'est une thématique choisie. Donc, il y a des auteurs toutes les semaines. Tu as au moins 2-3 auteurs par émission, non? Alors, en général, c'est un auteur par émission, mais parfois, s'il y a 2 invités, si c'est sur une thématique, effectivement, ça peut être 2, mais je vais rarement au-delà de 2 invités. Passion du livre et de la lecture, alors, que tu partages à travers ces émissions. Oui, complètement. Je dirais même, au-delà de la lecture, c'est l'objet livre, puisque je peux aller vers des thèmes qui ne sont pas forcément que de la littérature, et tout genre littéraire confondu. C'est vraiment l'objet livre qui me passionne. Alors des auteurs que tu rencontres, et autrices bien sûr, que tu rencontres en studio, mais aussi beaucoup dans les salons et festivals, j'ai remarqué. Oui, je me déplace en festival parce que j'ai la chance d'avoir du matériel mobile qui me permet d'être une certaine souplesse. Et voilà. Et puis aussi d'avoir des auteurs que je ne pourrais pas rencontrer si je restais autour de Rennes. Alors, passion du livre que tu partages aussi à travers l'organisation d'un salon. Et la 6e édition va bientôt avoir lieu, là. Oui, c'est toujours le premier samedi de juillet. Ça s'appelle Les mots, en fait. Et je dis que c'est un festival puisque ce n'est pas qu'un salon du livre. Il y a aussi... souvent un spectacle familial, un concert, une conférence avec l'invité d'honneur. Et cette année, ce sera Dan Arbraz qui va nous accompagner pour cette 6e édition. Voilà, Dan Arbraz qui n'est pas spécialement auteur de livres, mais dont une biographie est sortie il n'y a pas longtemps. Tout à fait. Là, c'est autour de son livre, puisqu'il faut toujours qu'il y ait un livre, autour d'une biographie qui a été écrite par le journaliste Frédéric Jambon et qui retrace tout le parcours musical de Dan Arbraz, un parcours très riche quand même d'un certain nombre d'années. Dan Arbraz, donc invité d'honneur des mots, en fait. Donc le samedi 4 juillet, c'est à Breteuil.
Oui, c'est à un quart d'heure de Rennes. C'est en extérieur, c'est dans le parc du château de Launay-Quérault à Breteil. Et on y est bien quand la météo est avec nous. Et jusqu'à présent, on a toujours eu une météo favorable. La météo était toujours là. Donc retenez bien la date. 4 juillet entre 11h et 18h avec des spectacles. Et je crois que Morgane Lecuf viendra avec sa harpe aussi là. Tout à fait. Morgane Lecuf ouvrira le festival puisque c'est elle qui va assurer le spectacle familial dès 11h le matin avec ses contes et sa gouaille et son enthousiasme aussi. Et puis là, ce sera un spectacle bilingue gallo-français. Cette nuit, une chouette m'a dit, c'est ça. Tout à fait. Donc, samedi 4 juillet à noter dans vos agendas. On va écouter Dan Arbras, c'est le moment ou jamais, avec un titre qui pourrait faire le titre d'un livre d'ailleurs, La Trace du souvenir. Je trouve que ce serait un beau titre. Ça rappelle un petit peu Chemin bleu. C'est vrai, le Chemin bleu, la biographie de Frédéric Jambon. On écoute Dan Arbras. C'était La Trace du souvenir par Dan Arbras. On aura connu et reconnu évidemment son son si caractéristique de guitare. C'est un titre extrait de son album Dan Ardance. On rappelle Dan Arbras, invité d'honneur du Salon du Livre Les Mots, en fête le samedi 4 juillet à Breteuil au château Launay-Quérault. Voilà le nom exact. Nathalie, le temps du livre maintenant dans cette émission plurielle avec un auteur et un éditeur. Un auteur d'abord. Un auteur et un libraire ensuite. Alors l'auteur que j'ai invité effectivement, c'est Patrick Carnati, qui a écrit un livre qui s'appelle Le jour et la nuit. Un livre qui m'a, je dirais, interpellée parce que il nous immerge dans un milieu qu'on retrouve rarement en littérature, c'est le milieu des sans-abri. Et donc, il y a une telle vraisemblance dans ces différents parcours, puisque c'est un roman choral. Je me suis demandé si Patrick Carnati, vous aviez vous-même fait des maraudes pour connaître aussi bien ces différents destins et ces parcours. Non, je n'ai pas fait de maraude, mais le monde des sans-abri m'est quand même connu. D'abord simplement par l'observation, comme tout le monde. Il suffit de se promener à Rennes ou dans n'importe quelle ville pour voir des personnes à la rue. Et forcément, avec un peu de curiosité et d'empathie pour s'intéresser à elles, éventuellement pour engager la conversation et découvrir à cette occasion, bien sûr, ce dont on se doute. Enfin, c'en est la confirmation à chaque fois. C'est-à-dire que chacune a un destin personnel. Voilà. Donc, il ne faut pas voir les SDF de façon collective. Alors, bien sûr, il y a des caractéristiques communes, ne serait-ce qu'être à la rue. Mais derrière, ce qui est important, et c'est un des messages que je veux faire passer dans mon livre, c'est la nécessité de les voir comme des individus avec des parcours propres. Alors, la deuxième raison plus professionnelle pour laquelle je connais la situation des SDF, que j'y ai souvent été confronté, que j'ai eu à la gérer assez fréquemment, c'est que j'ai fait ma carrière professionnelle dans les hôpitaux. Je suis un hospitalier, près de 40 ans, enfin une quarantaine d'années dans les hôpitaux. Et évidemment, dans les hôpitaux, on est régulièrement en relation avec les SDF.
puisque ils y arrivent presque tous à un moment ou à un autre pour un problème de santé quelconque, parce qu'ils sont éventuellement conduits chez nous aussi par le SAMU social, et à chaque fois c'est aussi l'occasion d'échanger avec eux et de découvrir leur histoire, et tout ça, ça finit quand même par faire de la matière. Donc c'est cette matière que j'ai souhaité exploiter dans le livre. Alors, je disais roman choral, parce qu'effectivement, beaucoup de personnages prennent la parole. Et il y a quand même un autre fil, il y a des meurtres quand même. Ce n'est pas qu'un roman sociétal, c'est aussi on pourrait dire un polar avec des meurtres qui sont forcément en lien avec les SDF. Mais on n'a pas le sentiment que la recherche de la vérité ou du meurtrier soit le sujet principal du livre. Alors, il y a une intrigue, il y a même deux intrigues croisées. L'intrigue, en fait, je l'utilise comme un élément de tension. Forcément, quand il y a une intrigue, on a envie d'en connaître le dénouement, donc il y a du suspense, comme on dit, et puis ça nous pousse en avant. C'est pas un essai que j'ai écrit, donc cette intrigue, elle me sert aussi à ça, c'est-à-dire à essayer de captiver un peu l'attention du lecteur, mais ça n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est quand même de susciter une réflexion derrière tout ça, et cette réflexion, elle est assez largement centrée sur la notion de bien et de mal. Voilà, ça c'est un point qui m'a toujours interpellé, en fait. La complexité de la nature humaine, ce mélange qu'il y a pratiquement chez tout le monde, de bien ou de mal, ce potentiel qu'on a à faire le bien, mais aussi le mal. Et dans ce livre, qui réserve quand même quelques surprises, c'est cet aspect de la nature humaine que j'ai voulu mettre en évidence. Voilà, donc c'est pour ça que l'intrigue et les meurtres, accessoirement, m'ont servi d'éléments de tension. Et Le jour et la nuit, vous l'avez intitulé ainsi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous l'avez intitulé ainsi ? Alors, il y a beaucoup d'explications au jour et la nuit. En fait, la première, c'est que ce sont deux mondes très différents. Un hôpital le jour, un hôpital la nuit, c'est quelque chose de complètement différent. La vie des SDF le jour ou leur vie la nuit, c'est quelque chose de complètement différent. Alors évidemment, il y a un aspect un peu symbolique, une métaphore du bien et du mal, encore que est-ce que le bien c'est le jour et le mal la nuit, c'est pas sûr. Et puis accessoirement, mais ça c'est plutôt anecdotique, ce roman, j'y ai beaucoup réfléchi, je dirais que je l'ai conçu lors des trajets que je faisais entre mon domicile et l'hôpital où je travaillais. Et ces trajets, c'était long, puisque j'avais à peu près 2 heures de route par jour. En hiver, je roulais de nuit, en été 2 jours, donc forcément, il y a un petit clin d'œil aussi à cette situation. Eh bien, en tous les cas, moi, ce livre, effectivement, il fait quand même... C'est un livre qui fait plus de 400 pages. Faut tenir le lecteur, et vous le tenez parce que ces personnages sont très attachants, beaucoup plus que, par exemple, ceux qu'on peut rencontrer dans la fachosphère, puisque vous y allez aussi un petit peu. Et on se dit que finalement, entre les deux, les plus sympathiques sont quand même du côté des sans-abri. Est-ce que c'est un livre que vous avez présenté éventuellement dans des milieux sociaux, hospitaliers ? Non. Non. C'est un livre qui est... Alors, il n'est pas confidentiel, grâce à vous notamment, mais c'est vrai que je n'ai pas fait de publicité ou de démarche pour le faire largement connaître. Ça répondait d'abord à un besoin personnel. Je commence à avancer un peu en âge. Quand on arrive à mon âge, on a en principe des choses à dire, éventuellement à écrire. Donc il y avait une nécessité d'écrire en fait beaucoup d'éléments qui figurent dans ce livre.
Alors, c'est pas un livre autobiographique du tout, ni biographique d'ailleurs, mais beaucoup de ces éléments sont quand même puisés dans la vie que j'ai vécue, dans les personnes que j'ai connues, dans les situations que j'ai connues. Donc en fait, les 3/4 de ce qu'il y a dans ce livre correspondent à une certaine réalité. Bon, ensuite, j'ai évidemment complété, imaginé, croisé, etc. Avec plusieurs personnages, j'en ai fait un seul. Mais c'est un livre qui suit son petit bonhomme de chemin, je dirais. Ensuite, Nathalie a eu la gentillesse de m'inviter au Festival de Breteuil. Enfin voilà, j'attends effectivement comme ça qu'il se fasse connaître. Voilà, parce que quand on écrit un livre, c'est qu'on a envie qu'il soit lu quand même. Oui, complètement. Oui, on a envie qu'il soit lu, mais surtout, on a envie d'échanger avec les lecteurs. C'est ça qui est important pour moi, effectivement, qu'on me pose des questions, qu'on me challenge éventuellement, qu'on creuse et que je creuse aussi. Voilà, il peut y avoir des aspects auxquels je n'ai pas pensé moi-même et qu'on me suggère. Donc voilà, c'est le dialogue qui est intéressant. Donc, un auteur, donc, vous l'avez dit, Patrick Ernati, vous serez présent avec une vingtaine d'autres auteurs au festival Les Mots en Fête le 4 juillet. Voilà, dont on a parlé tout à l'heure. Vous avez choisi d'écouter Everybody's Talking. Pourquoi il y a un lien avec le livre ? Alors, il y a beaucoup de personnages dans ce livre, comme vous l'avez dit, et à la plupart des personnages est associée une chanson ou une musique qui a pour objet d'apporter un éclairage sur sa personnalité. Donc, Everybody's Talking est associé à un personnage qui est inspiré d'un personnage réel, mais bon, que j'ai transformé, bien entendu. C'est une chanson d'abord dont j'adore la mélodie, et puis elle a servi au film Macadam Cowboy, qui est aussi un film que j'aime beaucoup, une très belle histoire d'amitié. C'est une histoire triste, mais aussi une histoire porteuse d'espoir. C'est une histoire de vie, tout simplement. Et puis c'est un film, une musique qui date de 1969, donc j'étais un enfant à l'époque. Le monde dans lequel se déroule ce film, je le regardais de ma hauteur, c'est-à-dire celle d'un enfant. Aujourd'hui, je regarde cette époque avec nostalgie. Et donc, voilà la raison pour laquelle j'ai choisi cette musique. Voilà, une chanson qu'on n'a pas l'impression de connaître, mais quand on l'entend, on dit « Ah si, mais je la connais ». Absolument. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. People stop and staring. I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave. Voilà, je vous avais dit que vous la connaissiez, cette chanson Everybody's Talking, donc par Harry Wilson, chanson de la bande musicale du film Macadam Cowboy, choix de notre invité auteur Patrick Ernati. Et on va passer la parole maintenant à, non pas un éditeur comme j'ai dit par erreur tout à l'heure, un libraire. Je crois un libraire, Nathalie, chez qui tu as tes habitudes. Oui, tout à fait. C'est en plus un libraire qui nous suit également sur le festival depuis ses débuts, puisque c'est la 6e édition. C'est la Petite Marchande de Prose à Montfort. On a la chance d'avoir un libraire qui fait et du neuf et de l'occasion. Donc, ce qui permet un large choix. En plus, Jérôme est quelqu'un qui est très éclectique. Et là, il va nous présenter 2 coups de cœur, dont un, effectivement, du manga adulte.
Et oui, bonjour. Bonjour. Alors moi je voudrais dire aussi que j'adore le nom de votre librairie. Voilà, La Petite Marchande de Prose, donc grand hommage à Daniel Pénac, qui est un auteur qu'on aime énormément. Moi j'ai repris la librairie il y a 3 ans. Donc j'ai gardé le nom parce que je l'adore. Et c'est vrai que les précédentes propriétaires et créatrices de la librairie avaient choisi ce nom-là parce que ils avaient une vraie relation avec l'œuvre de Daniel Pénac. Et elles ont demandé à Daniel Pénac l'autorisation d'utiliser ce nom-là. Et ils ont reçu une lettre absolument magnifique disant que ça l'honorait et qu'il était très content. Donc ça ne fait que renforcer notre amour de cet auteur. La Petite Marchande de Prose, donc à Montfort-sur-Meux. Alors on disait livre neuf et livre occasion. Tout à fait. Il y a toujours des petites polémiques justement sur des ventes de livres d'occasion au niveau des droits d'auteur. Alors vous en êtes où là-dessus ? Alors il y a toujours cette polémique qui revient régulièrement. En fait, il y a un petit côté où certains éditeurs utilisent cette polémique pour se dire de ne pas trop augmenter les droits des auteurs. C'est aux libraires de devoir gérer si jamais ils gèrent en occasion. Le Centre national du livre a justement sorti une explication par rapport à tout ça, le fait que ce serait vraiment, si on fonctionnait un peu comme fonctionne la SACEM, les auteurs toucheraient vraiment très très peu de choses, plutôt que si on réfléchissait à la manière dont les auteurs étaient payés dans les grandes maisons. Ça redistribuerait les cartes. Vous êtes venu avec des livres ? Je suis venu avec des livres avec quelques coups de cœur. C'est des ouvrages que nous, à la librairie, on est 3 libraires, on aime défendre des livres, porter des livres pendant très longtemps. Et donc j'ai essayé de prendre des choses assez différentes. Comme disait Nathalie tout à l'heure, j'ai amené un manga pour adultes, pour jeunes adultes et adultes, qui s'appelle Darwin's Incident, qui est de Shuno Mezawa. Très souvent, les mangas, on a l'impression que c'est uniquement pour les plus jeunes et que quand on grandit, ça y est, on peut tourner la page. Et ce n'est pas du tout le cas. Il y a une énorme richesse dans les mangas, bien évidemment pour les plus jeunes, pour les un peu plus grands, sur tous les sujets, et bien évidemment aussi pour les adultes. Dans ce manga, on est sur un manga qui a une petite excuse science-fictive. On est un tout petit peu dans le futur. Il se trouve qu'un groupuscule d'éco-terroristes, comme on dit, fait une descente dans un endroit où on fait des expériences sur les animaux, et il trouve une sorte d'expérience ultime, entre guillemets. Il trouve une chimpanzé avec, dans ses bras, son enfant. Et son enfant, c'est un croisement entre un humain et une chimpanzé. Et tout le manga va tourner autour de ça, de savoir quel statut on peut donner à cette personne. Et vous voyez, là déjà, je prends position, je dis personne, mais est-ce que cet enfant peut être considéré comme faisant partie, avec tous les droits d'une humanité agrandie, ou est-ce qu'on le considère comme un animal ? Et là se posent énormément de questions. C'est passionnant. Bien évidemment, là-dessus, il va y avoir ce groupuscule qui est spécialiste en réellement terrorisme, donc à mettre des bombes, etc., etc. Donc aller jusque-là. Et la grande question, c'est comment on gère tout ça ? Comment on gère cette humanité et notre place en tant qu'être humain au milieu de la nature. Ça touche à une certaine réflexion actuelle, ça, non ? Tout à fait, c'est absolument actuel. Et puis ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ce n'est pas blanc ou noir, comme tout à l'heure on voyait. En fait, il n'y a pas les méchants et les gentils. Il y a cette situation-là, qu'est-ce qu'on en fait ?
Et moi, j'aime beaucoup en ce moment, dans pas très longtemps, il va y avoir le bac de philosophie pour les terminales. J'aime bien les aiguiller vers ça, par exemple, aussi. Leur dire, ça aussi, c'est de la philosophie. C'est-à-dire, ça pose une question, on y réfléchit, et notre point de vue va permettre de nous positionner par rapport à des grands questionnements que l'humanité a depuis très très longtemps. Donc c'est assez fascinant. On retrouve souvent ça en littérature de l'imaginaire, comme si la science-fiction ou la fantaisie ou le fantastique n'était là en fait que pour poser des questions. Oui, mais de toute façon. Et puis, alors, il y a des auteurs de l'imaginaire qui donnent des réponses, mais c'est pas toujours les plus intéressants. C'est-à-dire que le petit pas de côté de la science-fiction, de l'imaginaire, permet justement d'interroger notre situation actuelle. Et c'est aussi pour ça que moi, c'est une littérature que j'aime beaucoup. Et c'est pas la seule que j'aime, mais c'est une littérature que j'aime beaucoup. Et me faire un peu bousculer dans la tête, c'est toujours intéressant. Oui, c'est pas la seule littérature que vous aimez, puisque vous êtes venu avec un autre livre. Je suis venu avec un deuxième livre, exactement. Là, on est plus sur de la littérature qu'on dit littérature générale. C'est... vous savez, en librairie, on lit énormément de livres. Ce livre-là, il est sorti il y a 1 an et demi à peu près. Et pour l'instant, de tout ce que j'ai lu depuis, et j'en ai lu quelques-uns, il n'y a rien qui est arrivé à la cheville de celui-là. Il s'agit du Secret de Tircé de Aline Desargences, qui a été publié à l'origine par une jeune maison d'édition qui s'appelle La Tribu, et qui est maintenant en poche depuis quelques mois, et qui est chez J'ai lu. Voilà, donc j'aime bien raconter comment je suis arrivé à ce livre-là. Comme je dis régulièrement à mes clients, je suis un peu bizarre. Moi, j'y suis allé parce que le roman, on me l'a présenté comme on va suivre une jeune femme spécialiste de littérature antique qui trouve la trace d'un poème grec perdu. Et moi, je me suis dit, chouette alors. Mais c'est tellement plus que ça. Si ça avait été que ça, ça intéressait 2 personnes en France et j'étais l'un des 2, quoi. Donc, mais là, on est vraiment sur tellement plus. On va suivre donc cette jeune universitaire qui habite au Canada. Dans sa famille, il faut avoir une situation. C'est-à-dire que ses parents sont à la banque, sont des avocats, etc. On a une situation, on gagne des sous. L'exception dans sa famille, ça a été sa grand-mère. Sa grand-mère était cantatrice, elle a parcouru le monde, elle a brûlé la vie, tout ce qu'elle a pu. Dès qu'elle touchait un demi-sou, elle le dépensait, etc. Vraiment, c'était le mouton noir de la famille, quoi. Et elle a toujours adoré sa grand-mère. Donc, elle a une situation, c'est-à-dire qu'elle est universitaire, mais en même temps, universitaire de poésie. Et comme elle va partir à la recherche de ce poème, sa grand-mère est décédée il y a quelques mois, ça va être pour elle la manière de faire son deuil et de s'affirmer dans ce qu'elle est. On va suivre cette femme qui, au début du roman, est un peu perdue, est dans une relation un peu bizarre avec un de ses collègues. Et vraiment, c'est... petit à petit, elle va s'ouvrir. On va suivre en parallèle l'autrice, la poétesse antique. Et là aussi, ça va être un parcours de vie. Et c'est un roman absolument magnifique. Vous nous rappelez son titre ? C'est Le Secret de Tircé de Aline Desargences. Et le manga précédent ? Et le manga, c'est Darwin's Incident de Shu Nomezawa. Voilà, 2 coups de cœur donc du libraire Jérôme Charlet, La petite marchande de prose à Montfort-sur-Meux. Ben, on va écouter une chanson maintenant, Nathalie. Oui, une chanson avec les mots. Oui. Voilà, c'est Mathieu Ramage qui court avec les mots. Si j'ai écrit, c'est pour m'enfuir,
pour fuir mes émotions de trop. Comme j'ai toujours eu peur du pire, ben j'ai couru avec mes mots. Ouais, j'ai couru avec mes mots. La revanche en bon capitaine. Si je voulais être au-dessus du lot, c'est que j'avais peur d'être à la traîne. Puis j'avais peur d'être tout petit. Je voulais me regarder dans la glace. Je sais pas ce que j'ai mal pris, mais la vengeance a pris la place. Elle est devenue mon moteur, mes mots, mon arme de combat. Pourquoi souvent les mots des gens trouvent le repos avec des mots? C'était J'ai couru avec les mots de et par Mathieu Ramage, donc titre extrait de son tout récent album. Hein. Il a quoi, 2 ans, 3 ans peut-être hein. Oui, 2 ans, je crois. Voilà. Oui. Chanson joyeuse. Chanson joyeuse, oui. Merci Jérôme Charlet et Patrick Ernati. Hein, on rappelle respectivement libraire et auteur. Dernier invité de cette émission, eh bien c'est Gaëlle Quedel. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Tu es venue avec ta guitare. Oui, avec ma guitare. Puisque tu es autrice, chanteuse oui. Et compositrice. On s'est rencontrés la première fois il y a 9 ans pour un disque avec Tito Alba. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis là on va résumer. Alors Tito Alba, c'était le nom du premier duo avec lequel j'ai commencé la scène. Et donc aujourd'hui, je me produis sous le nom de Gaëlle Alba. J'ai gardé que le Alba dans le premier nom. Tito Alba, c'était le nom de la chouette effraie. Depuis, j'ai eu des enfants. Depuis, je ne joue plus avec mon ancien percussionniste. Je joue parfois en solo, aussi souvent en trio, avec 2 musiciens, un contrebassiste qui s'appelle Grégoire Brun, et puis un guitariste qui s'appelle Gabriel Coquette et qui joue de la guitare électrique. Donc ça enrichit pas mal au niveau musical. Voilà. Et tu as écrit de nouvelles chansons, bien sûr. J'ai écrit de nouvelles chansons. J'ai sorti un clip récemment, début de l'année, qui s'appelle Les mots dans la bouche. Toujours des histoires de mots d'ailleurs là. C'est toujours des histoires de mots, oui, ça vient faire écho à la musique de Mathieu Ramage. Et donc on peut me suivre sur les réseaux, Gaëlle Alba, et sur YouTube, voilà. Voilà, donc une chanson que tu vas nous interpréter, une chanson nouvelle. Oui, celle-ci c'est une nouvelle, ouais. Qui s'intitule L'absence. C'est parti alors. Il neige sur l'île, vierge et tranquille. J'arrête, je pense à toi. Belle et bien le gel étend ses ailes comme un oiseau de proie. Tout est nouveau dans le décor de ton absence. Je me nourris de la sève du silence, battu par le vent turbulent, vêtu d'une robe de soie, comme jeune quand nos jeux étaient dangereux et beaux à la fois. Tout est nouveau dans le décor de ton absence. Je me nourris de la sève du silence. 1000 ondes fébriles là sur l'argile effaceront nos pas, tel un arc-en-ciel crevant la grêle, laisse échapper sa joie à genoux au pied du monde en décadence.
je me nourris de la sève du silence. Il nage sur l'île, vierge inutile. J'arrête et je pense à toi. Belle, et bien le gel étreint le ciel. La joie nous survivra. Il nage sur l'île, nage sur l'île, nage sur l'île, nage sur l'île. C'était l'absence de et par Gaël Alba, donc en direct ici, dans cette émission plurielle, eh bien, qui touche à sa fin. Nathalie, ça passe vite, hein? Oui, ça passe vite, oui. Bon, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Ah ben, je suis partante. Pour une nouvelle émission avec auteur, libraire, et puis Gaël qui sera de nouveau avec nous la semaine prochaine pour cette émission plurielle enregistrée, je vous le rappelle, au Victoria devant un nombreux public. Merci à vous et à très bientôt, à la semaine prochaine, Gaël. Au revoir.